Il est difficile d'imaginer que l'histoire d'un blindé soviétique, destiné à traverser rivières, explosions et décennies de conflits, commence avec des taxis parisiens. Et pourtant, c'est bien en 1914, pendant la bataille de la Marne, que l'Europe découvre une vérité qui allait bouleverser la guerre moderne. La mobilité décide du destin des armées. Lorsque la situation devient critique, l'armée française réquisitionne des centaines de Renault AG pour transporter des soldats vers le front. C'est la première utilisation massive de véhicules civils pour une opération militaire urgente. Un choc conceptuel pour toutes les nations observant la scène. Cette idée, simple et révolutionnaire, devient une obsession des états-majors. Comment transporter rapidement des soldats vers le combat et surtout, comment les protéger? Durant la Grande Guerre, les armées utilisent de plus en plus de camions pour déplacer des troupes. Mais l'expérience montre vite les limites. Le fantassin arrive vite, mais arrive à découvert. La mitrailleuse, devenue reine du champ de bataille, transforme chaque route en piège mortel. Après l'armistice, les officiers qui ont survécu comprennent que l'avenir appartiendra aux véhicules capables non seulement de transporter, mais aussi de protéger. Pendant que l'Europe pense ses blessures, l'idée mûrit. Il faut une machine blindée dédiée au transport d'infanterie. Pas un tank, pas une voiture, mais une sorte d'hybride capable d'accompagner la troupe partout. Les années 20 et 30 voient alors naître les premiers véritables ancêtres du BTR-60. Les Allemands franchissent le pas avec le SD-KFZ 251, un half-track robuste, qui deviendra le symbole de l'infanterie mécanisée du Reich. Les Américains répliquent avec leur M3, décliné en version à roues et semi-chenillées. Ces véhicules ne sont pas seulement des transports de troupes, ce sont des plateformes tactiques, capables de suivre les chars, de couvrir les soldats, de s'adapter à une guerre devenue rapide et imprévisible. Et l'Union soviétique? Elle observe, analyse, mais manque cruellement de moyens appropriés. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge lance plusieurs projets, parfois audacieux, souvent trop improvisés. En 1933, apparaît le TR-26, conçu sur la base du char T-26. Une machine ambitieuse, censée transporter 14 soldats. Les ingénieurs tentent d'utiliser la structure du char pour offrir une protection décente. Mais la réalité est impitoyable. L'habitacle est trop étroit, la répartition interne incohérente et la mobilité insuffisante. Le projet est abandonné. Le TR-4 suit la même trajectoire. 15 soldats théoriques, une tourelle défensive, mais une ergonomie désastreuse. Encore une fois, les Soviétiques comprennent qu'ils ne maîtrisent pas encore le concept d'un transport blindé efficace. Lorsque la guerre éclate, l'URSS se retrouve sans véritable BTR national. L'infanterie roule vers le front dans des camions ouverts, vulnérables au moindre tir. Pour combler ce vide, Moscou doit compter sur le programme de pré-bail. Les Américains livrent des M3 Scout Cars, les Allemands laissent derrière eux quelques SD-KFZ 251 capturés. Ce sont des solutions temporaires, insuffisantes pour une armée aussi vaste que la soviétique. La frénésie des années de guerre conduit à des tentatives improvisées. Le BA-64E, par exemple, essaie de se transformer en transport blindé, mais il ne peut accueillir que 3 soldats. Ridicule pour les besoins soviétiques. Le projet B3, un half-track expérimental, échoue lui aussi en raison d'une fiabilité catastrophique. L'URSS réalise que sans une décision stratégique, elle restera dépendante de matériels étrangers. Mais à la fin de 1945, une chose change radicalement. Le temps revient du côté des ingénieurs. La victoire offre enfin la possibilité de réfléchir non plus dans l'urgence, mais dans la construction d'une doctrine mécanisée complète. Les Soviétiques ne veulent plus rattraper leur retard, ils veulent mener la course. C'est dans cette atmosphère brûlante d'ambition, d'après-guerre et de reconstruction militaire que naît l'idée qui mènera, quelques années plus tard, au véhicule blindé le plus iconique de l'infanterie soviétique. Le futur BTR-60 n'existe pas encore. Mais le chemin qui mènera à lui a déjà commencé, sur des routes de fortune, dans les cabines trop étroites, dans l'écho des échecs techniques et dans une conviction nouvelle. La prochaine guerre exigera un véhicule totalement différent de tout ce qui a précédé. Lorsque le silence retombe sur l'Europe en 1945, l'Union soviétique sort victorieuse, mais profondément consciente d'un point faible qui a failli lui coûter cher.
son infanterie n'a jamais disposé d'un transport blindé conçu spécifiquement pour elle. L'état-major, qui a vu des milliers de soldats traverser le front dans des camions vulnérables, ne veut plus jamais revivre ce scénario. Les Soviétiques entament alors une réflexion méthodique. Il faut un véhicule entièrement nouveau, adapté aux futurs conflits où la mobilité, la protection et la capacité à suivre les chars seront essentielles. C'est dans ce contexte qu'apparaît en 1947 un premier prototype sérieux, le K-75, un blindé à chenilles. L'engin impressionne par son ambition. Protection correcte, capacité de 16 soldats, moteur puissant. Pourtant, les tests révèlent des faiblesses rédhibitoires. Sur terrain meuble, la vitesse chute drastiquement. Dans l'eau, l'engin n'avance qu'avec difficulté. La logistique s'envole. Le K-75 montre aux ingénieurs ce qu'il faut améliorer, mais surtout ce qu'il faut éviter. L'armée comprend alors qu'un transport d'infanterie totalement chenillé sera toujours trop coûteux pour un usage massif. Il faut se tourner vers une autre voie, les blindés à roues. Plus rapides, plus maniables, beaucoup moins chers à produire. Et surtout, capables de couvrir de longues distances sans épuiser leurs moteurs ou leurs équipages. C'est ainsi que, dès le début des années 50, apparaissent les premières ébauches du futur concept. Légers, simples, les BTR 40 puis BTR 152 montrent que l'idée n'est pas seulement réalisable, elle peut être industrialisée. Le BTR 152, notamment, gagne rapidement l'affection des troupes grâce à son volume intérieur et sa robustesse. Mais une limite devient impossible à ignorer. Ce véhicule ne sait pas nager, franchir des obstacles profonds ou manœuvrer efficacement dans le sable et la neige. Pour un pays où les fleuves coupent les routes, où les hivers déforment les sols et où la doctrine militaire exige de suivre les chars sans ralentir, ces défauts sont insupportables. L'état-major veut donc un blindé radicalement nouveau. 8 roues, mobilité totale, capacité de franchissement amphibie, protection contre les armes légères et volume suffisant pour une section entière. En 1956, une compétition interne est lancée. 3 usines, 3 philosophies, 3 visions du transport blindé soviétique entrent alors en scène. C'est un moment décisif. Pour la première fois, l'URSS met en concurrence ses meilleurs bureaux d'études autour d'un objectif clair, créer l'épine dorsale de l'infanterie mécanisée. Le gaz, implanté à Gorki, présente un prototype audacieux, le GAS-49. 8 roues, 2 moteurs indépendants, un châssis pensé pour flotter et un blindage fin mais incliné pour maximiser la protection. L'idée d'utiliser 2 moteurs surprend les observateurs. Si l'un tombe en panne, l'autre peut encore faire avancer la machine. Pour une armée habituée aux longs trajets et aux terrains hostiles, c'est un argument décisif. Le Kutaisi oppose son propre concept, l'objet 1015, plus massif, doté d'une coque fermée, mieux protégé contre les éclats et capable d'embarquer presque 20 soldats, une prouesse logistique. L'engin est robuste, puissant, mais trop lourd pour être adopté dans un contexte où la mobilité doit primer sur tout. Enfin, le ZIL tente une approche plus compacte, le 153, un véhicule amphibie à 6 roues extrêmement agile. Malgré son ingénierie ingénieuse, l'armée juge sa capacité de transport trop limitée pour jouer un rôle central. Très vite, les évaluateurs constatent que le GAS-49 est celui qui coche le plus de cases. Il est assez léger pour traverser des ponts fragiles, assez stable pour avancer dans la boue, assez rapide pour suivre les chars et suffisamment simple pour être produit par milliers. L'URSS veut un blindé universel. Le GAS-49 est le candidat naturel. La décision tombe en 1959, après des essais rigoureux. L'armée choisit officiellement le prototype Gorki. Ce véhicule, encore brut, sans toit et avec un blindage minimal, reçoit un nom qui deviendra iconique, BTR-60P, où le P signifie Plavayuchi, flottant. Pour l'Union soviétique, c'est plus qu'un simple blindé. C'est un symbole de modernisation, un signal adressé à l'OTAN, mais aussi une réponse aux lacunes révélées par la Seconde Guerre mondiale. Désormais, les soldats soviétiques auront une machine rapide, amphibie, capable de transporter une section entière et destinée à être produite à une échelle colossale.
Lorsque le BTR-60P apparaît publiquement pour la première fois lors du défilé du 1er mai 1962, les observateurs occidentaux comprennent immédiatement qu'un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. L'URSS ne veut plus copier. Elle veut imposer son propre standard de l'infanterie mécanisée. Et pourtant, ce n'est que le début. Le BTR-60 n'a pas encore reçu sa tourelle, pas encore son toit, pas encore son rôle dans les conflits qui secoueront la planète. Mais une chose est déjà certaine, une nouvelle ère vient de commencer pour la guerre moderne. Lorsque le BTR-60P commence à entrer dans les unités mécanisées au début des années 60, les retours du terrain arrivent rapidement. Le véhicule plaît, mais sa configuration ouverte, héritée des premiers prototypes, pose un problème majeur. La pluie, la neige et surtout les éclats d'artillerie mettent sérieusement en danger les soldats transportés. Dans une armée qui se prépare à une guerre totale contre l'OTAN, où les bombardements seraient incessants, laisser l'infanterie exposée est impensable. Dès 1962, l'état-major exige donc une transformation profonde. Le BTR-60 doit devenir un transport réellement protégé, entièrement fermé, capable de se battre dans les zones saturées d'obus. Cette demande ouvre une nouvelle phase de développement, bien plus ambitieuse que la précédente. Gaz se remet au travail avec un objectif clair. Produire un blindé qui puisse accompagner des chars modernes, comme le T-62, sur n'importe quel théâtre d'opération. La première étape consiste à installer un toit blindé, donnant enfin à la machine une coque complète. Cela semble simple sur le papier, mais l'ajout d'un toit modifie le centre de gravité, réduit la place intérieure et oblige les ingénieurs à repenser entièrement la ventilation, l'accès et l'ergonomie. Les soldats doivent pouvoir tirer depuis l'intérieur, évacuer rapidement, manipuler leurs armes sans s'en mêler dans le matériel. Cette réflexion aboutit à l'intégration d'une série de trappes latérales et de fentes de tir, permettant aux fantassins de participer au combat tout en restant protégés. Mais le changement le plus spectaculaire arrive en 1963, lorsque les concepteurs ajoutent une tourelle entièrement rotative. Ce module compact, dérivé des systèmes installés sur certaines voitures blindées, reçoit une mitrailleuse lourde KPVT de 14 mm, capable de perforer des blindés légers, des véhicules de transport ou même des positions retranchées. Avec ce simple ajout, le BTR-60 cesse d'être un transport passif. Il devient une machine capable de fournir un appui-feu efficace et précis, même en mouvement. Le nouveau modèle, baptisé BTR-60PB, marque une véritable rupture. Pour la première fois dans l'histoire soviétique, l'infanterie mécanisée dispose d'un véhicule rapide, amphibie, blindé, équipé d'une tourelle stabilisée et capable d'embarquer une section complète. Les essais menés dans les marécages biélorusses et les steppes kazakhs confirment les résultats. Le PB franchit les fossés, gravit les talus, traverse les rivières sans ralentir et maintient une vitesse surprenante sur route comme hors piste. C'est à cette époque que l'URSS commence à concevoir l'usage du BTR-60 comme un élément central dans une stratégie de pénétration profonde. L'idée est simple. Les chars percent, les BTR transportent l'infanterie jusqu'au cœur du dispositif ennemi et l'ensemble progresse comme un point fermé, écrasant les lignes adverses. Cette vision, inspirée des théories de la guerre mécanisée développées avant la Seconde Guerre mondiale, renaît grâce à un seul véhicule qui apporte enfin la mobilité manquante. Le succès du BTR-60PB ne tarde pas à dépasser les frontières soviétiques. Les services de renseignement occidentaux, alarmés par les défilés militaires filmés à Moscou, notent que les colonnes soviétiques sont désormais composées presque entièrement de véhicules blindés. Cette homogénéité logistique donne à l'URSS un avantage inquiétant. La capacité de redéployer des milliers de soldats en quelques heures sans les exposer au feu ennemi. À la même période, certains événements internes accélèrent encore la modernisation. Les exercices du pacte de Varsovie révèlent que les unités motorisées manquent d'engins capables d'opérer sous menace NBC, nucléaire, biologique ou chimique. L'ajout d'un système de filtration, de détecteurs et de pressurisation transforme alors le PB en un véhicule apte à évoluer dans les pires environnements imaginables. Mais ce blindé ne devient réellement une icône qu'à partir du moment où il quitte les zones d'essai pour se retrouver en opération, parfois dans des circonstances extrêmes. L'un des premiers tests grandeur nature intervient en 1968 lors de l'intervention en Tchécoslovaquie.
Les images diffusées clandestinement montrent des colonnes de BTR-60 avançant dans Prague, entourées de foules stupéfaites. Contrairement aux chars, imposants et intimidants, le PB se révèle extrêmement maniable dans les rues étroites. Les équipages utilisent la tourelle pour tirer en l'air, disperser les attroupements et contrôler les zones sensibles sans recourir à une violence excessive. Ce déploiement marque un tournant psychologique. Le BTR-60 n'est plus seulement un engin militaire, il devient un outil politique, un symbole de présence et de contrôle dans le bloc de l'Est. À la même époque, plusieurs pays alliés commencent à recevoir leurs propres exemplaires. L'Égypte, la Syrie, l'Algérie et d'autres nations nouvellement indépendantes se tournent vers Moscou pour moderniser leurs armées. Pour beaucoup d'entre elles, le BTR-60 PB représente un saut technologique considérable. Il leur permet enfin d'engager leur infanterie de manière coordonnée, protégée et mobile, ce qui modifie profondément l'équilibre militaire régional. Lorsque ces véhicules apparaissent dans les déserts du Sinaï et sur les hauteurs du Golan, les observateurs occidentaux comprennent que la guerre au Moyen-Orient va entrer dans une nouvelle phase. Le blindé soviétique, conçu à l'origine pour défendre l'Europe de l'Est, va bientôt être confronté à des environnements totalement différents. Chaleur écrasante, poussière corrosive, tirs de missiles guidés. Pour le moment, cependant, le BTR-60 PB n'a connu que des opérations où il domine largement son environnement. Mais la suite de son histoire montrera que la modernité apporte autant de défis que de victoires. Et c'est précisément là que commence la transformation du BTR en véritable légende. Lorsque les premiers BTR-60 PB débarquent au Moyen-Orient, ils arrivent dans un climat où chaque avancée technologique peut renverser l'équilibre stratégique. Les armées arabes, désireuses de moderniser leurs forces blindées, accueillent le transporteur soviétique comme un changement décisif. Sur les pistes sablonneuses du Sinaï, ces véhicules montrent immédiatement leur agilité. Ils franchissent les dunes, contournent les obstacles naturels et permettent aux unités motorisées de se redéployer à une vitesse que les blindés plus lourds ne peuvent égaler. Les instructeurs soviétiques notent rapidement que la puissance de la tourelle du PB donne aux fantassins un sentiment de sécurité inédit. La KPVT de 14 mm perce les blindages légers israéliens, détruit les pick-up armés et oblige l'infanterie ennemie à rester à distance. Mais ces premières réussites révèlent aussi un danger latent. Dans un environnement où les missiles guidés commencent à apparaître, la coque du BTR-60, conçue surtout contre les balles et éclats, atteint ses limites. Les combats au Golan le démontrent brutalement. En terrain accidenté, les moteurs jumeaux s'essoufflent lors de montées abruptes et exigent un entretien que peu d'armées étrangères maîtrisent. La maintenance devient un défi permanent. Filtres encrassés par la poussière, surchauffe chronique, rupture de courroie. Malgré cela, les équipages apprécient la capacité du véhicule à sortir de situations difficiles grâce à sa mobilité et à la pression réglable dans les pneus, un système alors peu commun dans le monde. Pendant que le BTR-60 PB s'impose comme un transporteur fiable dans les armées alliées, l'Union soviétique continue de l'utiliser intensivement sur son propre territoire. Ce n'est pourtant qu'à la fin des années 70 qu'il affronte un théâtre d'opération qui va véritablement tester sa résistance, l'Afghanistan. Lorsque les premiers convois traversent les cols enneigés, de nombreux soldats découvrent un paysage pour lequel aucun manuel tactique n'a vraiment préparé l'armée soviétique. Les vallées étroites, les pentes abruptes et la chaleur étouffante transforment chaque mission en épreuve mécanique. Très vite, les équipages constatent que les deux moteurs du BTR-60 PB, bien que suffisamment puissants pour les plaines européennes, peinent à respirer dans l'air raréfié des hautes altitudes. À chaque ascension, les régimes chutent, la consommation explose et la température grimpe dangereusement. Mais le problème majeur ne vient pas seulement des conditions naturelles. L'adversaire utilise des tactiques qui exploitent précisément les failles du blindé soviétique. Les mines artisanales deviennent la menace numéro 1. La coque en V, inexistante sur le BTR-60, ne disperse pas l'onde de choc. Elle la renvoie directement vers l'équipage. Les témoignages des soldats racontent des scènes où une seule explosion sous la roue avant transforme l'habitacle en nuages de poussière brûlante et projette les trappes vers l'extérieur. Les attaques depuis les hauteurs posent également un défi inédit. La tourelle du PB, remarquable sur terrain plat, atteint rapidement son angle maximum dans les vallées encaissées.
Les combattants positionnés sur les crêtes tirent depuis des angles impossibles à contre-attaquer. On tente alors d'ajouter des lance-grenades automatiques sur les toits pour compenser cette faiblesse, mais ce bricolage ne change que partiellement la donne. Pourtant, malgré ces difficultés, le BTR-60PB prouve qu'il reste un outil précieux. Sur les routes étroites qui serpentent entre les montagnes, sa mobilité est supérieure à celle des chars et des BMP plus lourds. Dans les opérations de patrouille, il sert de plateforme de feu mobile, de poste d'observation improvisé et parfois même de véhicule d'évacuation sous le feu ennemi. Les équipages apprennent à contourner les faiblesses de leurs machines. Certains roulent systématiquement sur les accotements pour éviter les mines, d'autres laissent un moteur tourner à bas régime lors des arrêts pour éviter les pannes de redémarrage dans la chaleur. À mesure que les années passent, une réalité s'impose. L'Afghanistan n'est pas un conflit de percées mécanisées. C'est une guerre d'embuscades, de ravins et de tirs indirects. Dans ce cadre, le BTR-60PB, conçu pour accompagner les chars sur des centaines de kilomètres, se retrouve engagé dans des missions pour lesquelles il n'a jamais été pensé. Sa silhouette haute le rend facilement détectable, son blindage vertical le rend vulnérable aux armes lourdes que les insurgés obtiennent de plus en plus facilement. Pourtant, les soldats refusent rarement de monter à bord. Mieux vaut un blindage imparfait que pas de protection du tout. Cette contradiction, entre robustesse relative et fragilité structurelle, commence à forger la réputation complexe du BTR-60 dans l'armée soviétique. Certains le considèrent comme un vieux compagnon capricieux, exigeant mais loyal. D'autres voient en lui un survivant d'une époque révolue, dépassé par les réalités d'un nouveau type de guerre. Une chose est certaine, malgré toutes ses limites, le BTR-60 continue de servir, parfois jusqu'à l'absurde, dans des environnements où aucun ingénieur n'aurait imaginé le voir un jour. Et ce n'est qu'avec le retrait des forces soviétiques que la machine entame une deuxième carrière, tout aussi inattendue, dans un monde qui change brutalement. Quand les derniers convois soviétiques franchissent la frontière de l'Amou Daria, le destin du BTR-60 semble presque scellé. La guerre a mis en lumière ses forces, mais surtout ses limites face à un type de conflit que ses concepteurs n'avaient pas anticipé. Pourtant, alors même que l'armée rouge commence à se réorganiser, une transformation géopolitique sans précédent s'annonce, l'effondrement de l'Union soviétique. En quelques mois, des centaines de BTR-60 se retrouvent dispersés dans les nouveaux États issus du démantèlement de l'Empire. Les entrepôts militaires, autrefois contrôlés depuis Moscou, deviennent soudain des arsenaux improvisés où chaque gouvernement, parfois même des groupes armés locaux, cherche à mettre la main sur tout ce qui peut rouler et tirer. Le BTR-60, facile à entretenir, simple à réparer et abondant, devient alors un instrument idéal pour les armées naissantes. C'est dans le Caucase que la machine retrouve le plus violemment le chemin du champ de bataille. Les routes sinueuses et les villages perchés dans les montagnes rappellent les paysages afghans. Mais les ennemis sont cette fois d'anciens voisins. Les opérateurs, souvent mal formés, utilisent le BTR comme un blindé d'assaut, ignorant les limites de son blindage. Les combats urbains exposent ses flancs faibles, les tirs directs de roquettes transpercent facilement la coque, et les incendies se déclarent fréquemment dans les compartiments moteurs surchargés. Pourtant, malgré ces pertes, la silhouette massive du BTR-60 continue d'imposer le respect. Sa capacité à transporter rapidement des unités d'un point chaud à un autre en fait une ressource indispensable. Dans les capitales post-soviétiques, il devient même l'un des symboles des conflits internes. On le voit sur les boulevards, dans les cours d'immeubles, parfois même positionné devant des parlements assiégés. Au même moment, dans des régions plus éloignées, le BTR-60 trouve d'autres rôles inattendus. En Afrique, il devient un outil de domination territoriale pour plusieurs armées locales. Sa simplicité mécanique séduit les forces qui manquent de logistique avancée. Dans le désert, des équipages improvisés découvrent que sa vitesse sur terrain plat reste très compétitive et que sa tourelle, même vieillissante, constitue une menace réelle pour n'importe quel véhicule légèrement blindé. D'autres pays, conscients du potentiel de modernisation, se lancent dans des modifications ambitieuses. Certains remplacent les moteurs par des blocs diesel plus efficaces, d'autres redessinent l'intérieur pour y installer des radios modernes ou des sièges anti-mines. La version originale, conçue pour l'Europe centrale,
se transforme peu à peu en une plateforme adaptable, capable de survivre dans des environnements très différents. Lorsque les premières années du XXIe siècle apportent de nouveaux conflits, le BTR-60 refait surface là où personne ne l'attendait. Dans les petites républiques post-soviétiques, il sert dans les opérations antiterroristes. Dans les Balkans, il patrouille des zones autrefois ravagées par la guerre. Au Moyen-Orient, des commandants locaux le considèrent comme une alternative robuste à des véhicules modernes trop coûteux. Puis vient le choc géopolitique majeur. Un conflit de grande échelle éclate en Europe pour la première fois depuis des générations. Dans cette guerre qui repousse les frontières de la technologie militaire, où les drones jouent un rôle décisif et où les systèmes anti-chars se perfectionnent à vitesse vertigineuse, le BTR-60 apparaît presque comme un survivant anachronique. Pourtant, on le retrouve encore en service, souvent lourdement modifié, parfois réduit à un rôle secondaire, mais bel et bien présent. Les vidéos captées par drone montrent des silhouettes familières, presque fantomatiques. Des BTR-60 recouverts de plaques improvisées, de grilles contre les charges creuses, parfois même transformés en plateformes d'artillerie légère. Leur mission n'est plus de mener l'assaut, mais d'apporter un soutien là où aucune autre machine ne peut intervenir rapidement. Ils transportent des équipes médicales, évacuent des blessés, servent de relais radio ou de véhicules logistiques blindés. Le plus frappant est que certains exemplaires atteignent plus de 60 ans de service. Chaque rivet, chaque plaque de blindage porte la trace d'époques différentes, de doctrines militaires révolues, de conflits dont les motivations ont changé 1000 fois. Et malgré tout, la machine continue de rouler. Aujourd'hui, même s'il ne constitue plus l'épine dorsale d'aucune armée moderne, le BTR-60 demeure un témoin vivant de l'évolution de la guerre mécanisée. Conçu pour une confrontation titanesque entre superpuissances, il a traversé des guérillas, des interventions étrangères, des révolutions, des opérations de maintien de la paix et des affrontements d'envergure. Peu de blindés dans l'histoire peuvent prétendre à une carrière aussi longue, aussi mouvementée et aussi imprévisible.